Le cri de mon fils Clovis a résonné dans le salon, faisant trembler mes bibelots en porcelaine de Limoges. J'en ai marre de cette vieille dans ma maison. Soit tu vas en maison de retraite, soit je te jette à la rue. Il a hurlé, les yeux injectés de rage. Je m'appelle Lucienne, j'ai 72 ans, je suis veuve et j'ai travaillé 30 ans comme gouvernante pour l'une des familles les plus puissantes de Lyon, les Beaumont. Ce que mon fils a oublié, c'est que celle qui a servi des rois ne s'incline jamais devant des imbéciles. Ma maison dans le quartier des Tilleuls a toujours eu cette odeur de gâteau aux amandes et de cire d'abeille. Je l'ai acheté il y a 40 ans avec mon défunt mari André. Il était maçon, moi repasseuse. Ensemble, nous avons érigé notre château, pierre par pierre. Clovis, mon fils unique, est revenu il y a 3 ans après son divorce. « C'est temporaire, maman », avait-il dit. Le temporaire est devenu éternel. Petit à petit, il a pris le contrôle. Il a changé la télévision, amené sa petite amie Laetitia, et maintenant il voulait la maison. Il voulait que je transfère l'acte de propriété à son nom pour garantir l'avenir, disait-il. Mais je savais que c'était pour couvrir ses dettes de jeu. Tu n'as pas entendu, Lucienne ? Il avait arrêté de m'appeler maman depuis des mois. J'ai besoin de cet espace. Laetitia est enceinte et nous avons besoin de la grande chambre. Cette maison de retraite, le repos doré, accepte ta pension. Si tu ne veux pas, la rue est grande. Tu as 1 heure pour partir. Je n'ai plus discuté. Le silence est la meilleure réponse à l'ignorance. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pris ma vieille valise en cuir. J'ai mis 2 tenues, le manteau en laine gris, mes documents, la photo d'André et mon chapelet en cristal. Puis j'ai pris mon téléphone. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas appelé ce numéro, depuis l'enterrement de Madame Hélène Beaumont, mon ancienne patronne. Mais la voix de Clovis criant « vieille » et « maison de retraite » a résonné dans ma tête. J'ai composé le numéro. « Résidence Beaumont, bonsoir, bonsoir. Je voudrais parler à Monsieur Alexandre, s'il vous plaît. Qui souhaite le joindre? Dites-lui que c'est Lucienne. Dites-lui que le gâteau à l'orange a brûlé. » C'était notre code secret, une plaisanterie de quand Alexandre était enfant. Il y a eu un silence, puis une voix grave a pris l'appareil. « Lu, ma seconde maman, il s'est passé quelque chose? Alexandre, mon petit, j'ai besoin d'aide. Je viens moi-même. Ne bouge pas de la porte, Lu. Personne ne te touche. Donne-moi 30 minutes. J'ai terminé ma valise, mis du rouge à lèvres, peigné mes cheveux blancs et enfilé mon châle. Je suis sortie avec ma valise. Clovis et Laetitia sont venus sur le perron pour assister au spectacle. « Tu attends quoi? Le pape ?» Clovis a éclaté de rire. C'est à ce moment que les phares LED ont percé l'obscurité. Une berline noire, blindée, longue et étincelante, s'est arrêtée devant la maison. Le chauffeur a ouvert la porte arrière. Alexandre Beaumont est descendu, ajustant son costume italien. Son visage faisait la couverture des magazines d'affaires. Il était le PDG de l'entreprise où Clovis travaillait comme simple assistant administratif. Alexandre a marché jusqu'à moi et a embrassé mes mains. Désolé pour le retard, Lu. La circulation était impossible. Puis il s'est tourné vers Clovis. Mon fils était pâle, si blanc qu'il semblait avoir vu un fantôme. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte. Alexandre a ajusté sa cravate et a regardé Clovis avec un mépris froid. « Bonsoir », a dit Alexandre d'une voix qui a coupé l'air comme une lame. Je crois que nous avons une affaire à régler concernant le logement de Madame Lucienne et l'avenir de votre carrière dans mon entreprise, n'est-ce pas? Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le silence dans la voiture blindée était pesant. Alexandre tenait ma main ridée entre les siennes. Il était furieux. « Il ne sait pas qui tu es pour moi, n'est-ce pas, Lu? Il sait que j'ai travaillé pour ta famille, mais Clovis a toujours eu la mémoire sélective. Pour lui, je n'étais que l'employé qui rapportait l'argent. » Alexandre a sorti une tablette. « Je n'allais pas te raconter ça aujourd'hui, mais tu dois savoir à qui nous avons affaire. Clovis n'est pas seulement un fils ingrat. C'est un employé dangereux pour lui-même. Mes yeux ont parcouru les chiffres. Des prêts sur salaire à mon nom que j'ignorais, des dettes de jeux en ligne, des détournements de matériel du bureau. Clovis ne voulait pas la maison pour le bébé.
Il voulait la vendre pour boucher le trou qu'il avait creusé avant que la police ne frappe. Il a falsifié ta signature sur 3 documents de crédit, lus. La banque a appelé les ressources humaines. C'est comme ça que l'alerte m'est parvenue. J'allais l'appeler lundi, mais maintenant la conversation sera différente. La douleur de la trahison est physique. Mon fils était devenu un voleur et un fraudeur. Nous sommes arrivés à l'appartement moderne d'Alexandre, avenue Jean Jaurès. Tu restes ici le temps qu'il faudra. La chambre d'amis est prête. J'ai même fait acheter cette tisane de fenouil que tu me préparais. Alexandre, ne licencie pas Clovis demain. Il m'a regardé, confus. Si tu le licencies maintenant, il va se faire passer pour la victime. Il va vendre les affaires de ma maison pour survivre. J'ai ouvert mon sac et sorti un dossier jauni. L'acte de propriété de la maison. Clovis a dit que son père lui aurait laissé la maison. Mensonge. André a transféré la maison à mon nom 5 ans avant de mourir, avec usufruit, viager et clause d'inaliénabilité. Clovis ne peut rien faire sans ma signature. J'ai aussi sorti mon cahier noir, ma comptabilité, chaque centime prêté à Clovis, chaque facture payée, tout noté. Alexandre était impressionné. Tu es impressionnante, Lu. Une gouvernante ne cesse jamais d'être gouvernante. Le plan est le suivant. Clovis doit sentir le poids de la réalité. Premièrement, transfère-le aux archives mortes, au sous-sol, sans accès financier. Deuxièmement, je vais annuler toutes les factures automatiques demain. Électricité, eau, Internet. S'il est le propriétaire, qu'il paie. Troisièmement, je bloque les cartes supplémentaires. Je veux voir combien de temps Laetitia supporte sans Internet et sans eau chaude. Il y avait une cruauté là-dedans, mais c'était la cruauté nécessaire d'une chirurgie. Pour guérir, il faut parfois couper. Clovis devait toucher le fond seul. C'était seulement comme ça qu'il pourrait se réveiller ou, au minimum, apprendre à me respecter. Et il y a le coffre-fort. Derrière le tableau de Saint-Georges. Clovis pense qu'il y a des bijoux, mais ce qu'il y a là pourrait le choquer encore plus. Je n'ai pas révélé le contenu à Alexandre. Certains secrets doivent être gardés pour le bon moment. Le téléphone a clignoté. Un message de la banque. Tentative d'achat refusée. 45 €. Pizzeria du coin. Transaction refusée par blocage préventif. J'avais déjà bloqué mes cartes supplémentaires. La première pièce du domino venait de tomber. Je me suis allongé dans la chambre d'amis. Les draps étaient doux, mais mon esprit était en alerte. Demain serait le jour de la révélation du pouvoir réel. Je ne suis pas une victime. Je suis une stratège. Et le jeu ne faisait que commencer. Bon appétit, mon fils, j'ai murmuré dans l'obscurité. Je me suis réveillé avant le réveil. 30 ans à servir le café à 6 heures ne se perdent pas. Le téléphone a brillé. Coupure d'électricité confirmée. Effective à 12 heures. Coupure d'eau programmée. J'ai souri. Clovis voulait être propriétaire. Qu'il soit donc propriétaire des factures aussi. Paulette, l'employée d'Alexandre, m'a vu déjà habillée. Madame Lucienne, vous êtes l'invitée. Laissez ça. Paulette, ma fille, une main inactive rouille. Le téléphone a sonné à 10 heures. Madame Colette, ma voisine. Lucienne, ça chauffe chez toi. Clovis est parti en faisant crisser les pneus ce matin. Mais Laetitia est sortie en criant sur le livreur. La carte n'est pas passée. Elle hurle en peignoir au milieu du trottoir. Quelle honte! Laisse-la crier, Colette. Elle a du coffre, mais le crédit de mon fils n'en a pas. La première pièce était tombée. L'humiliation publique. À midi, Alexandre a envoyé un message vocal. Lu, mission accomplie. Quand les ressources humaines lui ont remis le nouveau badge sans accès à la direction et avec affectation aux archives mortes 3, il a presque pleuré. Il est au sous-sol maintenant, numérisant des factures de 1998, sans signal de téléphone. J'ai ressenti une pointe de pitié. C'était mon fils, mais je me suis souvenu du cri. Je te jette à la rue. La pitié est devenue poussière. À 14 heures, Clovis a appelé. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix était pure panique. Laetitia m'a appelé hystérique. Ils ont coupé l'électricité, l'eau, Internet a disparu. La nourriture va pourrir. Bon après-midi, Clovis. Comment va le nouveau travail? Au diable le travail. Mais la maison n'est-elle pas à toi? Tu n'as pas dit que tu étais le propriétaire? Arrête ça, tu sais que les factures sont à ton nom.
Mon obligation s'est terminée quand tu m'as donné 1 heure pour partir. Je n'habite plus là-bas. Tu es devenue folle? C'est de la vengeance. Je vais te poursuivre. Abandon d'incapable. Incapable? Tu as 35 ans, Clovis. Débrouille-toi, va à la compagnie d'électricité, apporte l'acte de propriété. Ah, tu ne l'as pas. Ils exigent un nom propre. Le tien est-il propre? Le silence était sépulcral. Maman, s'il te plaît. Laetitia est enceinte. La chaleur est insupportable. Laetitia n'est pas enceinte, Clovis. J'ai lâché la bombe calmement. J'ai trouvé sa plaquette de pilules contraceptives dans la poubelle la semaine dernière, vide. Elle la prend tous les jours à 20 heures. Vous essayez de me tromper depuis des mois. C'est un mensonge. Demande-lui de faire une prise de sang. Mais tu devras payer au privé, parce que la mutuelle que je payais, je l'ai annulée aujourd'hui. J'ai raccroché. Mes mains tremblèrent d'adrénaline. La vérité a le poids d'une enclume. Alexandre est arrivé en fin d'après-midi. Clovis a passé l'après-midi au téléphone dans le couloir. Le chef a dû attirer son attention 3 fois. Madame Colette m'a envoyé un message. Laetitia est sortie avec 2 valises et a pris un taxi seule. L'amour n'a pas résisté à une douche froide. Alexandre, je dois retourner là-bas demain. Il peut être agressif. Je ne vais pas y habiter. Je vais chercher ce qui est à moi et donner les chèques et maths. J'ai besoin de Maître Renaud. C'est un requin. Parfait. C'est d'un requin dont j'ai besoin. Cette nuit-là, le téléphone a vibré. Maman, j'ai faim, je n'ai pas d'argent pour le bus. J'ai respiré et tapé la réponse. Demain, je serai là à 10 heures avec un avocat. Sois habillé et sobre. La vraie conversation va commencer. Le silence de Clovis était la preuve que, pour la première fois, il écoutait. À 10 heures précises, la voiture s'est arrêtée. Lucienne, Alexandre et Maître Renaud sont descendus. Clovis était sur le perron, la chemise froissée, la barbe non rasée, l'air d'un naufragé. Une bouteille vide et des biscuits à côté. Il a tenté d'embrasser Lucienne, désespérée. « Maman, Dieu merci, je savais que tu n'allais pas me laisser tomber. Tu as apporté de l'argent. » Alexandre s'est placé entre eux. Maître Renaud a ajusté sa cravate. « Qui est-ce » Clovis a demandé, la voix défaillante. « Bonjour, monsieur Clovis. Je suis l'avocat de madame Lucienne. Le concept de famille sera traité sous l'optique du Code civil et pénal. On entre » Clovis a pâli. Le ton pénal a fait jaillir la sueur. Il a regardé Alexandre, son chef suprême, et a avalé sa salive. Ils sont entrés dans la maison. L'air était lourd, étouffant. Odeur aigre de la cuisine, odeur de cigarette. Lucienne s'est assise en bout de table. Alexandre à droite, Maître Renaud à gauche. Clovis est resté debout, confus, avant de s'asseoir à l'extrémité opposée. Maître Renaud a ouvert sa sacoche. 3 piles de papier alignées avec précision millimétrique. Premier point, la propriété. Vous avez allégué la possession et tenté de contraindre la propriétaire sous menace. Nous avons l'acte avec usufruit, viager et clause d'inaliénabilité. Juridiquement, vous êtes un intrus. Votre mère pourrait appeler la police pour invasion de domicile, aggravée par la loi sur la protection des personnes âgées. Clovis a écarquillé les yeux. Police. Maman, tu ne ferais pas ça. Deuxième point. Dette et appropriation indue. L'avocat a poussé des relevés bancaires. Vous avez contracté 3 prêts au nom de votre mère en falsifiant sa signature. Crime d'escroquerie et de faux. Peine de 1 à 5 ans. Plus 28 000 € de factures payées par madame Lucienne en 3 ans, incluant des rénovations que vous prétendez avoir payées. Clovis a tremblé. J'allais payer, c'était un investissement. Le bitcoin a mal tourné. Alexandre s'est penché en avant. Et le matériel du bureau, Clovis, toners, papier, cafetière, petit vol quotidien. L'audit est terminé. Rupture de confiance totale. Licenciement pour faute grave et procès pénal qui tachera votre carte de travail pour toujours. Qui embauche un voleur? Le visage de Clovis est devenu gris. Vous avez tout arrangé pour me détruire? Pour te réveiller, Lucienne a corrigé. Tu m'as chassé hier. Vieille, maison de retraite, rue, tu pensais que j'étais jetable?
Lucienne a ouvert le cahier noir. Ici sont les dates. Chaque mensonge, chaque centime. Je savais qui tu devenais. Hier, tu as prouvé que j'avais raison. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais en prison? Nous avons une proposition, Clovis. Un accord. N'importe quoi, maman. Ne m'appelle pas maman. Je suis la propriétaire et la créancière. Maître Renaud, le contrat. Terme de confession de dette et contrat de commodat onéreux. Vous signez en confessant la dette. Vous restez comme locataire. 30% du salaire débité à la source pour la dette. Le reste pour vivre et payer votre part des factures. Locataire? Mais je n'ai pas d'argent. Vous restez dans l'entreprise, aux archives mortes. Si vous manquez un jour, faute grave. Si vous volez un trombone, police. Et les règles de la maison, pas de petites amies, pas de fêtes, pas de fumée. Chambre du fond, ménage le week-end, verre sale dans l'évier, Internet coupé une semaine. Et si je ne signe pas, vous sortez directement pour le commissariat. Choix, chambre du fond et travail, ou cellule et casier. Clovis a pris le stylo d'une main tremblante. Où je signe? Sur toutes les pages. Alexandre et Maître Renaud sont partis. Lucienne est restée. Le réfrigérateur? Nettoie tout. Je veux cette cuisine brillante. Ensuite, douche. Tu vas à l'église avec moi ce soir. L'église? Exactement. Il est temps de remercier de ne pas dormir sur le trottoir et d'avoir une mère qui a décidé de te donner une leçon au lieu d'une sentence. Clovis est allé à la cuisine. Lucienne a entendu le bruit des sacs poubelles, le bruit du travail. Ma place est ici. Quelqu'un doit surveiller l'exécution de la peine. 6 mois se sont écoulés depuis ce matin où Maître Renaud a ouvert sa sacoche en cuir sur ma table de salle à manger et a réécrit l'histoire de cette maison. Le temps qui semblait auparavant courir contre moi marche maintenant à mon rythme, marqué par le tic-tac de l'horloge à balancier du salon et par le son de la clé tournant dans la porte ponctuellement à 19 heures. L'odeur de cigarettes et de parfum bon marché a disparu, laissant place à l'arôme de haricots blancs au laurier et du produit pour meubles que je passe moi-même sur mes étagères. Je suis sur le perron en train d'arroser mes fougères quand je vois Clovis tourner au coin de la rue. Il ne marche plus avec ce déhanchement arrogant de quelqu'un qui se croyait propriétaire du quartier. Son pas est rapide, concentré, de quelqu'un qui a des horaires à respecter et des ampoules aux mains. Il porte un sac de course, non pas avec de l'entrecôte et de la bière artisanale, mais avec le basique, riz, lait, café en poudre. Le travail aux archives mortes de l'entreprise d'Alexandre a fait des miracles pour sa posture. Porter des cartons et numériser des documents dans un sous-sol sans signal de téléphone lui a enseigné quelque chose que moi et André avons essayé d'enseigner toute notre vie, mais que seule la nécessité a fixé. L'humilité. « Bonsoir, maman », dit-il en entrant par le portail, baissant légèrement la tête. « Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu as essuyé tes pieds? Le paillasson est neuf. » « J'ai essuyé, oui. » Il s'arrête et sort un papier de la poche de sa chemise. « Voici le justificatif du versement. Mais 30% est ma part de la facture d'électricité. Ce mois, elle est venue plus basse. Tu as vu? J'ai coupé la douche pendant que je me savonnais, comme tu me l'as ordonné. Je prends le papier et j'analyse. Le montant est correct jusqu'au centime. Je le range dans la poche de mon tablier. Très bien. Le dîner sera prêt dans 20 minutes. Lave-toi les mains et change ces vêtements de rue. Et Clovis? Oui, madame. J'ai vu que tu as recollé le carreau qui était décollé dans la salle de bain du fond. C'est un travail décent. Il esquisse un sourire timide, presque enfantin, que je n'avais pas vu depuis des années. Papa m'a appris à mélanger le mortier quand j'étais gamin. Je pensais avoir oublié, mais la main s'en est souvenue. Il entre dans la chambre du fond, son nouveau et définitif logement. Je reste là un instant, regardant la rue. La maison n'est plus un champ de bataille. C'est une horloge suisse fonctionnant dans la périphérie française. Clovis se plaint encore à voix basse parfois. Oui. Il soupire encore quand il voit ses amis poster des photos de barbecue. Certainement. Mais il paie, il respecte. Et pour la première fois en 40 ans, il comprend que le toit au-dessus de sa tête n'est pas un droit divin. C'est une conquête quotidienne. Dans les premiers jours, il a essayé de tester mes limites. Il a laissé la serviette mouillée sur le lit. Le lendemain, il n'y avait pas de serviette propre.
et il a dû se sécher avec un vieux drap. Il a essayé d'amener un collègue pour boire un mercredi. Je suis apparue au salon en chemise de nuit et bonnet avec la facture d'eau à la main, et j'ai commencé à lire à voix haute combien coûtait la douche de Clovis. L'ami est parti en 5 minutes et n'est jamais revenu. Cette Laetitia a disparu dans le brouillard. J'ai découvert par la bouche de la voisine qu'elle avait essayé de retourner chez ses parents en région. Mais le faux ventre n'a pas soutenu le mensonge très longtemps. Clovis n'a plus jamais prononcé son nom. La honte d'avoir été trompé si facilement a blessé son orgueil de mâle plus que mes réprimandes. Mais la transformation n'est pas restée seulement à l'intérieur de ces murs jaunes. La nouvelle que Lucienne avait remis son fils dans le droit chemin a couru le quartier des Tilleuls comme le feu dans la paille sèche. Au début, j'ai pensé qu'ils auraient pitié de lui ou me traiteraient de bourreau. Que nenni. L'autre jour, je suis allée à la boulangerie et j'ai rencontré Madame Colette, celle qui vivait en pleurant parce que son petit-fils prenait sa pension. Elle a tenu ma main avec force, les yeux brillants. « Lucienne, j'ai fait ce que tu as dit. J'ai caché la carte bancaire dans la Bible et j'ai dit à Kevin que le système l'avait bloqué. Il a tempêté, crié, mais hier il est apparu avec un petit boulot d'aide-maçon. Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour mettre du crédit sur son portable. C'est ça, Colette, j'ai répondu en ajustant mon châle. On aime, mais aimer ne veut pas dire entretenir la fainéantise. Qui a pitié, c'est une poule. Une mère doit avoir de la poigne. Je suis devenue une sorte de consultante informelle des veuves de la rue. Elles viennent prendre le café, apportent un gâteau et entre un potin et un autre, demandent comment blinder le patrimoine, comment dire non sans culpabilité. Je montre mon cahier noir, qui a maintenant moins de pages de dette et plus de pages de contrôle. Et j'explique. Le stylo doit être dans ta main. Si tu lâches le stylo, ils écrivent ton histoire et te laissent en dehors de la fin heureuse. Aujourd'hui est un jour spécial. Alexandre vient dîner avec nous. Il fait ça une fois par mois. Il dit que c'est pour inspecter l'employé, mais je sais que c'est parce qu'il a la nostalgie de ma cuisine et de la sensation de foyer que son appartement chic n'a pas. J'ai préparé un poulet rôti aux légumes et un gratin dauphinois, le plat préféré depuis qu'il est enfant. Quand la sonnette retentit, Clovis court pour ouvrir. Autrefois, il resterait boudeur dans la chambre ou essaierait d'emprunter de l'argent au patron. Aujourd'hui, il ouvre la porte et tend la main. « Bonsoir, monsieur Alexandre. La voiture est en sécurité là devant. Je garde un œil dessus. Bonsoir, Clovis. J'ai appris par le chef des archives que vous avez organisé les factures de 2010 en un temps record. Oui, j'ai pris le coup de main. C'est mieux de bien faire du premier coup que de devoir refaire après. Madame Lucienne m'a enseigné ça de force ici à la maison. » Alexandre rit et entre en apportant une bouteille de vin qui coûte plus que les courses du mois de mon fils. Nous nous asseyons à table. Moi en bout de table, Alexandre à droite, Clovis à gauche. La hiérarchie est claire, mais elle n'est plus oppressive. C'est l'ordre naturel des choses. Pendant que je sers le gratin fumant, je regarde mes mains. Elles sont ridées, pleines de taches de vieillesse, avec les articulations des doigts un peu gonflées par l'arthrite. Des mains qui ont lavé le sol, qui ont poli l'argent, qui ont changé des couches. Pendant longtemps, j'ai pensé que ces mains servaient seulement à servir. Mais j'ai découvert, à 72 ans, qu'elles servent aussi à tenir les rênes. La nourriture est divine, Lu. Alexandre complimente en nettoyant son assiette avec un morceau de pain. Tu sais, je réfléchissais, l'entreprise va ouvrir un cours de formation en gestion des stocks le soir. C'est gratuit pour les employés. Il regarde Clovis. Si ça t'intéresse, Clovis, je peux autoriser ton inscription, mais il y a un examen final et ça exige 100% de présence. Si tu réussis, tu peux sortir du sous-sol et aller au stock junior. Il y a la climatisation. Clovis s'arrête avec la fourchette en l'air. Il regarde le patron, puis moi. Je reste impassible, coupant mon poulet. La décision doit être la sienne. C'est le soir ? Clovis demande. De 19h à 22h. Ça va coïncider avec l'horaire de la série de maman, enfin, de Madame Lucienne. Je devrais laisser le dîner prêt avant de partir. On s'arrangera, je dis, sans lever les yeux de mon assiette. Si tu laisses la vaisselle lavée, je réchauffe ma nourriture. Tout ça, c'est de l'investissement, Clovis. Et l'investissement donne un retour, contrairement au pari. Il respire profondément et je vois une lueur différente dans son regard. Ce n'est pas de la cupidité,
c'est de l'ambition, celle qui est saine, de quelqu'un qui veut monter l'échelon avec ses propres jambes. Je vais faire l'inscription demain. Merci, monsieur Alexandre. Le dîner se termine avec du café frais et un gâteau aux amandes. La conversation coule. Nous parlons de politique, du prix des tomates, de la vie. Il n'y a pas de cris, pas de menaces de maison de retraite. Il n'y a pas de peur d'être jeté à la rue. Plus tard, après qu'Alexandre soit parti et que Clovis ait débarrassé la table en silence, je m'assieds dans mon fauteuil préféré du salon. La maison est silencieuse, mais c'est un silence de paix, pas de solitude. Je regarde mes bibelots en porcelaine sur l'étagère. Ils ne tremblent plus. Ils sont fermes, comme moi. Clovis passe par le salon en allant vers la chambre. « Bonne nuit, maman. » La porte d'entrée est fermée à clé. J'ai éteint la lumière de la cuisine. « Bonne nuit, mon fils. Dors avec Dieu. » Ah, Clovis. Oui, demain, je veux me réveiller avec l'odeur de café passé. Puisque tu vas étudier le soir, le petit déjeuner est maintenant de ta responsabilité. Il sourit en secouant la tête. Compte sur moi. Fort et sans sucre, comme vous l'aimez. Il ferme la porte de la chambre. J'éteins l'abat-jour. L'obscurité accueillante embrasse ma maison. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je n'ai pas peur de la vieillesse, parce que j'ai appris que la dignité n'est pas quelque chose que les autres te donnent, par charité. C'est quelque chose que tu prends pour toi, que tu enfermes dans le coffre-fort et dont tu avales la clé. Je ferme les yeux, prête à dormir le sommeil des justes. Demain est un autre jour, et la propriétaire de la maison a beaucoup à faire. La vie, après tout, ne se termine que quand on arrête de la commander. Et moi, je ne fais que commencer à donner les ordres. La vie donne beaucoup de tours, mes amis. On élève les enfants pour le monde, mais parfois le monde nous les renvoie cassés et on doit les réparer, non pas avec de la colle et des rustines, mais avec du feu et un marteau. Est-ce que ça a fait mal? Ça a beaucoup fait mal de voir mon fils pleurer, de le voir dans la galère, de le voir humilié. Aucune mère n'aime ça, mais c'était la douleur de l'accouchement de l'homme qu'il devait être. Moi, Lucienne, ancienne gouvernante, veuve, âgée, je ne suis pas une victime du temps. Je suis une stratège de la vie. J'ai récupéré mon château, dompté mes fantômes et garanti mon avenir. Clovis passe sa vie à apprendre la leçon la plus importante. Celui qui a servi des rois ne s'incline jamais devant des imbéciles. La dignité ne se donne pas, elle se prend. Pendant des années, j'ai été invisible dans les grandes maisons. Les gens parlaient de leurs secrets devant moi comme si j'étais un meuble. Clovis a commis la même erreur. Il a pensé que parce que j'étais vieille, j'étais stupide. Il a pensé que parce que je l'aimais, j'étais faible. Mais il a découvert que l'amour d'une mère a des limites. Aimer ne veut pas dire entretenir la paresse. Qui a pitié, c'est une poule. Une mère doit avoir de la poigne. Ma stratégie a été simple mais implacable. J'ai coupé toutes les commodités sans prévenir. J'ai laissé Clovis sentir le poids de la réalité seule. J'ai utilisé des connexions qu'il ignorait. J'ai appliqué la loi française, l'usufruit viager, en ma faveur. Et surtout, j'ai gardé la documentation de tout dans mon cahier noir. Chaque centime, chaque mensonge, chaque date. Le contrôle est la seule chose qu'une femme dans ma position peut avoir. Et je l'ai exercé avec la précision d'une gouvernante qui a géré une résidence avec 12 employés. Aujourd'hui, Clovis étudie le soir. Il laisse le dîner prêt avant de partir. Il lave la vaisselle sans se plaindre. Il a une ambition saine, celle de sortir du sous-sol, de monter dans la vie avec ses propres jambes. Il respecte les horaires et les règles. La maison fonctionne comme une horloge suisse. Et moi, je supervise tout avec la satisfaction de celle qui a reconquis son territoire. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser ma dernière carte. L'assurance avec le nom d'Aurore Moreau, la fille qu'André a eue avant moi, reste dans le coffre-fort, caché derrière le tableau de Saint-Georges. Clovis ne sait toujours pas qu'il a une demi-sœur. S'il ouvrait ce coffre-fort, il découvrirait que la maison qu'il se dispute tant, si je décédais sans testament, devrait être partagée avec une sœur inconnue. La terreur de devoir partager l'héritage serait le coup final dans sa cupidité. Mais ce secret, je le garde pour mon testament, ou peut-être que je ne le révélerai jamais. Certains secrets ont plus de pouvoir quand ils restent secrets. La société regarde les personnes âgées et voit du déchet. Elle voit quelqu'un qui devrait être en train de tricoter,
d'attendre la mort. Mais ce que je voyais dans le miroir était autre chose. Je voyais la femme qui a géré une résidence avec 12 employés. Je voyais la femme qui a négocié avec des fournisseurs qui essayèrent de tromper Madame Hélène. Je voyais la femme qui savait exactement où chaque squelette était enterré. On passe la vie à se diminuer pour rentrer dans le monde des autres. Je me suis diminuée pour ne pas embarrasser Clovis devant ses amis riches. Je me suis tue quand sa petite amie me maltraitait pour maintenir la paix. Mais la paix sans respect n'est que soumission. Et j'en ai eu assez d'être soumise. Ce soir, Clovis est déjà dans sa chambre, étudiant. Je suis dans mon fauteuil, la maison est silencieuse, mais c'est un silence de paix, pas de solitude. Demain, Clovis fera le café avant que je me réveille. L'odeur de café noir passé sera mon réveil. Il respecte maintenant. Il comprend maintenant. On ne vieillit pas, on mûrit le pouvoir. À 72 ans, j'ai découvert que mes mains ne servent pas seulement à servir, mais à commander. Le lendemain matin, l'odeur de café frais remplit effectivement la maison. Clovis a tenu sa promesse. Je me lève, j'enfile mon tablier, je vais à la cuisine. Il est là, préparant le petit déjeuner, la table mise, tout organisé. « Bonjour, maman. Café fort, sans sucre comme vous l'aimez. » Il sourit, un sourire sincère. « Bonjour, mon fils. » Je m'assieds. Je prends la tasse chaude entre mes mains. J'ai conquis le respect. J'ai conquis ma maison. J'ai conquis ma dignité. Et Clovis a appris la leçon qu'il portera pour toute sa vie. Ne sous-estimez jamais quelqu'un qui a changé vos couches. Celui qui a servi des rois ne s'incline pas devant des imbéciles. La loyauté et la documentation battent l'arrogance. Les personnes âgées ont du pouvoir quand elles savent l'utiliser. Et moi, Lucienne, j'ai utilisé chaque once de pouvoir que j'avais accumulé en 30 ans de service pour reconquérir ce qui était à moi. Ma maison, mon respect, ma vie. Je regarde par la fenêtre. Le tilleul qu'André a planté balance doucement dans le vent. Le soleil se lève sur le quartier des Tilleuls. C'est un nouveau jour. Et la propriétaire de la maison est prête pour tout ce qu'il apportera. Parce que la vie ne se termine que quand on arrête de la commander. Et moi, je ne fais que commencer. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.